j'étais une petite fille très timide, maladivement timide. Et un jour, j'ai une copine de mon quartier, un samedi après-midi, qui est venue taper à la porte de mes parents. Et j'étais dans ma petite chambre et j'ai entendu je viens chercher Joël parce qu'on va aller faire du théâtre. Et moi, je me suis cachée, je n'ai pas voulu y aller. Et ma mère est rentrée dans ma chambre et elle a dit, tu sors, tu y vas, tu vas, tu vas avec Bernadette, tu y vas. Moi, j'étais obligée de m'habiller, j'y suis allée. Et après, c'était fini, j'en suis plus sortie. Mais c'était ma première obligation et ma mère l'a beaucoup regretté, la pauvre, parce qu'elle détestait que je fasse ce métier. Et de temps en temps, je lui disais, tout ça c'est de ta faute, quoi. T'es venu me chercher, t'as voulu que j'y aille, maintenant faut pas te plaindre. Voilà, c'est vraiment... Et là, je suis rentrée dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Et où j'ai appris à exister, à m'autoriser à exister, puisque j'ai eu une enfance bien bafouée. Et en fait, j'ai pu, grâce à ça, commencer à entrevoir ce qu'est un peu la vie, l'avenir, l'espérance. Je me mets souvent à la place de mes jeunes élèves qui viennent passer une audition, en me disant c'est plein d'espérance, c'est dur pour eux de venir. C'est dur parce qu'ils ont peur de l'école, mais ils ont peur de moi, parce que tout le monde a peur de moi. Comme si ce que je représentais à la télé était une vérité. Il y a une vérité, hein, d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure, mais... Et donc, le théâtre, eh bien, c'était devenu trop important pour moi, donc je ne suis jamais ressortie. Et je suis rentrée à la bonne porte, parce que j'ai rencontré le garçon qui allait devenir mon mari, qui s'appelle Bruno Bouéglin, et qui est un metteur en scène exceptionnel. Donc j'ai quand même eu la chance de tomber sur un vrai cador, quoi. Toute petite. Alors nous, moi j'avais 13 ans, c'était en 1966, et lui, il avait 15 ans. Donc on a fait un grand bout de chemin ensemble avec notre troupe, avec nos rêves. On refaisait le monde sur les nappes en papier quand on allait manger des frites dans les friteries de la rue Paul-Bert à 1 euro l'assiette, 1 franc l'assiette, pardon. Et on refaisait tous les décors, on refaisait le monde en fait. Donc le théâtre, est arrivé tôt dans ma vie. Et franchement, j'ai jamais eu de mon existence une autre préoccupation que celle-ci. Je ne me souviens pas avoir eu envie d'être hôtesse de l'air. Je n'ai jamais eu d'autre passion que ça. Du coup, de ce premier souvenir de théâtre à l'actrice que vous êtes aujourd'hui, en fouillant un peu sur le site de l'Acting Studio, j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre homme qui avait joué un rôle majeur. Si je vous dis Constantin Stanislavski, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ben alors lui, malheureusement, je l'ai pas épousé. Ça m'aurait peut-être pas bien plu d'ailleurs. Bon, alors oui, qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre de Constantin Stanislavski? C'est que, comme j'ai commencé très jeune, il n'y avait pas de méthode. C'est juste que Bruno était très sévère et quand on montait sur le plateau, il gueulait « Non !» C'est tout ce qu'on avait comme direction d'acteur, en gros. Et en fait, je commençais à travailler, évidemment, dans des théâtres, des petits théâtres, des grosses institutions. Enfin, là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai pas arrêté de travailler. Et puis, un jour, alors le souvenir, je n'ai pas ce souvenir, j'ai acheté, d'ailleurs j'ai toujours cet exemplaire original, la formation de l'acteur, de Stanislavski. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais en fait, au moment où je l'ai découvert,
en fait, il a comblé des manques. Je jouais déjà. Quand on demande à un jeune acteur débutant de lire Stanislavski, qu'est-ce qui reste ensuite? Je sais pas, c'est compliqué, c'est vaste, c'est flou. Néanmoins, lorsqu'on a pratiqué le théâtre et qu'on a des manques, et qu'on se dit ça va pas, mais je sais pas comment répondre à ce manque-là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à trouver la réponse à ce travail. Et la formation de l'acteur, comme d'autres livres ensuite de Lee Strasberg, en fait, lorsque je faisais mes valises, et je travaillais beaucoup à l'extérieur de Lyon, j'étais pas souvent ici, ce que je mettais toujours dans ma valise en premier, c'était mes livres de formation, pour moi. Et je me souviens, à l'hôtel, ou dans les chambres d'hôtel, je posais ces livres sur la petite table de chevet. Et quand je rentrais de répétition, si j'avais une interrogation, j'ouvrais comme ça, au hasard, le livre de Stanislavski ou un autre. Je trouvais la réponse en quelques minutes et je faisais « Ah, mais oui, d'accord, j'ai compris ». Et ça a duré pas mal d'années. Et puis, la formation de l'acteur m'a passionnée parce que je pense que... Alors, Constantin, quand même, les Français, ils sont passés à côté. Alors, je trouve, hein, parce que lorsqu'on en a commencé à en parler, c'était la préface du premier livre, je me souviens, c'était de Jean Vilar, Jacques Copeau, enfin, ça remontait à des décennies, quoi. Et souvent, j'ai constaté, quand je travaillais, même dans des compagnies, dans des centres dramatiques nationaux, que on n'en parlait jamais. Je crois que on n'en parlait pas, puis je crois même que c'était pas facile d'en parler parce que les acteurs disaient, quand on est acteur, c'est instinctif, enfin, ces trucs un peu ringards, là, qu'on est la vocation, etc. Non, je disais, mais non. C'est un métier qui s'apprend. Je croyais que la science infuse, ça va vous tomber du ciel, par la grâce de Dieu. J'appelle ça la fée clochette, moi. Si vous croyez qu'elle va remuer son truc, puis que vous allez être envahi de poudre d'or. Donc, je sais très bien que c'est pas possible. Donc, en France, c'était... Moi, j'ai trouvé, hein. Après, ce ne sont que des points de vue, Simon, vous appelez Simon. Je trouve qu'on s'y est pas assez intéressé globalement, dans les conservatoires, dans les institutions, on s'y est pas assez intéressé à ce travail anglo-saxon et russe, surtout russe, parce que derrière, il a amené avec lui on va dire ses comédiens, on va dire ses disciples, si on veut dire, ses élèves, qui ont semé un petit peu, surtout aux États-Unis, à New York. Certains, lorsque Stanislavski est parti à New York, certains de ses disciples, je n'aime pas dire mot là parce que ça fait gourou, mais je veux dire, disons, ses bras droits, enfin, ses compagnons, on va dire, un certain nombre sont restés là-bas. Et ça a donné l'Actors Studio, au départ de tout. Parce que Lee Strasberg était jeune et découvrait tout ça. Donc, alors je sais qu'il est venu à Paris, parce que Stella Adler a été son élève à Paris. Donc elle a dû faire une sorte de stage, très court. Mais mon opinion, c'est qu'on n'a pas été assez vif dans la venue de ce premier maître en l'art de jouer qu'a été Stanislavski, qui reste toujours premier d'ailleurs. Bon. On va en reparler de la formation de l'acteur, mais avant j'aimerais que vous me parliez de l'Acting Studio et quelle était votre ambition en créant cette école à Lyon, du coup qui s'appelle l'Acting Studio. Donc là on est dans le théâtre Mascarille, mais qui est pas très loin. On aime bien être tous dans notre même quartier. On travaille dans le Vieux-Lyon. Moi, je suis très attachée à ce Vieux-Lyon parce que je vous expliquerai pourquoi après en parlant de Molière. Mais rien n'est très loin. L'Acting Studio est installé rue Juivry, donc qui est la plus ancienne rue de Lyon. Comme ça, de mémoire d'historien, c'est une des premières qui a été vraiment constituée en rue. Donc, l'Acting Studio, en fait, c'est une école que j'ai fondée il y a 21 ans, avec des compagnons de l'époque, notamment un de mes anciens élèves qui s'appelle Alexis Hénon, qui est revenu là enseigner à l'école.
Donc on était dans des locaux qui n'étaient pas du tout équipés, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'eau, donc on a fait un peu les travaux au fur et à mesure. Enfin, c'était assez miraculeux de trouver ces locaux parce qu'ils sont très très grands en fait. Et dans le Vieux-Lyon, on n'a pas l'habitude de trouver des locaux de cette ampleur-là. Notre salle numéro 1 est, de ce qu'on m'a dit évidemment, l'ancienne salle de bal d'Henri III, quand il venait à Lyon évidemment, puisque voilà, Henri IV s'est marié au bout de la rue Juivry, a résidé plutôt avec Médicis. Donc c'est une rue où a vécu Nostradamus. C'est une rue très mystérieuse. D'ailleurs, on a des fantômes à l'intérieur, qui sont extrêmement bienveillants, donc on n'en parle pas, mais ils sont là. De temps en temps, ils ouvrent les portes, ils marchent la nuit dans les couloirs. Ben, je sais parce que Hugo et Adrien ont dormi un soir dans la salle de montage parce que ça finissait tard. Et ils ont entendu, enfin, ils sont pas rassurés, quoi. Moi, ça me fait rien, mais c'est pas très rassurant. Mais en fait, ils sont très, très bienveillants. Un jour, j'en ai eu assez de tournées. Enfin, je revenais de Marseille. J'avais passé presque 2 ans. Et ma valise, je pouvais plus supporter de mettre ma valise devant la porte, quoi. Et du coup, j'ai voulu m'arrêter à Lyon. Ça, c'était en 95. 94, 95, 95. Et donc, on a pris un premier local, rue Saint-Georges, dans le Vieux-Lyon. On a un peu retapé. Et j'ai fait beaucoup de mise en scène pour des compagnies. J'ai repris beaucoup de mise en scène, en fait. J'étais un peu... j'ai fait du théâtre-cinéma institutionnel en rentrant, parce que j'avais un théâtre itinérant, enfin un théâtre avec des caravanes, des camions, etc., parce que j'adore. Et en fait, j'avais tout perdu, donc je suis rentrée un peu exsangue. Et là, je suis aussi devenue agent artistique. J'ai passé une licence d'agent. Et je me suis installée dans ce petit local. Et puis bizarrement, il y a des gens qui ont commencé à me dire « Mais tu voudrais pas donner des cours ?» Je dis « Bah si vous voulez, je vais vous donner des cours, et pas de souci. » Moi, je travaillais déjà beaucoup la journée. Enfin bon, je commençais à donner des cours le soir. Et puis, je suis restée 4 ans à peu près. Et en 99, je suis arrivée rue Juivry. Alors, les anciens sont arrivés derrière moi, ils se sont réappropriés. Et puis, j'ai eu ma première classe en 99. La majeure partie de cette classe, des effectifs, des acteurs, des élèves sont des acteurs aujourd'hui. Et puis, j'ai fait une promo par an depuis 99, donc ça fait 21 ans maintenant. Et on en est à la 21e promo de l'acting. Puis, petit à petit, ça s'est mis à grossir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a commencé... Alors, on a toujours eu des élèves qui viennent de toute la France. De mémoire, toujours. Enfin, c'est un peu... Et maintenant, ils viennent de l'étranger. Alors, bon, on n'a pas de subvention, parce que j'en demande pas. Mais on va être très vite un peu à l'étroit, quoi. Donc on a des gens qui viennent. Bon, alors la réputation de l'école, c'est faite sur, je pense, beaucoup les anciens élèves qui envoient les nouveaux. Enfin, pendant des années, on n'avait aucune publicité. Je faisais aucune pub. Alors aujourd'hui, on a un site internet, mais je faisais pas de pub du tout. Et donc c'était le bouche à oreille, les coups de téléphone. Et cette maison, bon, c'est une école, mais c'est une famille aussi. Parce que les anciens viennent chercher les nouveaux. Et puis ça constitue des compagnies. Et c'est comme ça depuis... ils ont l'habitude, les anciens, de venir chercher les derniers sortis, de venir aux examens, de repérer des acteurs. Et c'est des grandes histoires. J'ai même eu des mariages entre personnes qui n'étaient pas de la même promo. Donc c'est très drôle parce que des mariages, la naissance d'enfants. Donc alors aujourd'hui, quand je vois que nos élèves sont nés en 2003, je me dis bon, ok, c'est très étrange, quoi. 2003, c'est-à-dire ils sont nés, l'école existait déjà.
Ils sont nés pendant l'école, en fait. C'est des gamins beaucoup qui passent leur bac, hein, et puis qui... Mais je crois qu'on est très humain, en fait. Sévère, mais humain, ouais. Donc je crois, hein, après, que tout le monde s'y sent bien, plutôt, dans cette baraque, hein, quand même. Parce que le métier d'acteur, c'est pas quelque chose qui s'apprend froidement. C'est parce que un comédien, il a que lui pour travailler. Et lui, alors son état physique, sa réactivité, mais aussi, il faut qu'il arrive à résoudre un certain nombre de problèmes pour arriver à jouer vraiment. Parce que quand ils arrivent à la peur, il faut s'en défaire de ça. C'est pour ça que c'est très courageux pour des acteurs de pousser la porte de l'acting, parce que bon, quand on va dans un conservatoire, une institution, on se dit bon, on y va, on sait ce qui nous attend, bon voilà. Ici, c'est plus courageux parce qu'ils savent que c'est très physique. Le prof de sport est quand même champion du monde de taekwondo, donc c'est pas un rigolo. Et puis les cours de cascade aussi, enfin bon, c'est physique en fait. C'est beaucoup plus physique que n'importe quelle autre formation. Donc voilà, ils arrivent à... Moi je suis fière de mes élèves, hein, je suis fière de ce qu'ils deviennent, et puis il y a une déontologie aussi. On sort de la maison avec une déontologie, en principe. Je réponds à vos questions? Parfaitement, ne changez rien. C'est l'Acting Studio, justement, qui a produit le court-métrage Dies Irae, qui est à l'origine de Kaamelott. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, et surtout, est-ce qu'à ce moment-là, vous imaginiez l'ampleur que ça allait prendre et le phénomène national que ça allait devenir? Ah ben avant, non, je ne pouvais pas savoir. Donc j'ai pris ma licence de producteur parce qu'il fallait avoir, il fallait soit l'acheter, soit avoir l'activité qui le permettait, parce que c'était assez cher à ce moment-là. Et puis on s'est dit, ben ouais, mais maintenant que tu es producteur de court-métrage et producteur de long-métrage, il faut bien qu'on ait quelque chose à tourner, ça n'a pas de sens. Donc j'ai demandé à Alexandre d'écrire un premier film, donc ça s'appelait Un soupçon fondé sur quelque chose de gras. Je me souviens d'ailleurs, au moment du tournage, Alexandre devait passer à travers une porte en bois. Ça s'est tout fait dans l'acting, ça, dans les caves de l'acting, dans les caves actuelles, la déco, voilà. Donc c'était drôle parce que d'ailleurs la déco était faite par c'est un peu pour ça que je vous dis on est un peu familiaux, parce que ça a été fait par Seymour Laval, qui est le fils de mon mari, donc on est tous un peu dans le même bouillon. Et donc il avait aménagé les caves. C'était l'histoire d'une charcuterie, parce que la charcuterie était devenue clandestine. Donc vendre du cochon, c'était plus possible, on pouvait pas manger du boudin, machin, bon. Et il avait transformé tout ça en charcuterie, quoi. Bon. Et à un moment donné, Alexandre devait passer à travers une porte en bois. On était très naïfs. Ça nous fait rire quand même, hein. Puis je me dis, mais c'est peut-être pas terrible qu'il passe à travers une porte en bois, enfin. Comment il va faire pour péter la porte en bois? Et puis j'ai appelé Stéphane Margot, en fait, qui est cascadeur. Je lui ai dit, tu veux pas passer là? Il me dit, bon, j'arrive. Il est arrivé, il nous a pris pour des cinglés, en fait. Il a dit, ah non, mais même pas en rêve, quoi. Bon, alors attends, viens ici, je vais t'équiper. Enfin, on était vraiment d'une naïveté. L'autre, il allait partir avec la porte. Et en fait, on a fait ce film qui n'est pas sorti parce qu'Alexandre n'était pas content je crois, du mixage de son. Donc il a pas voulu qu'on le sorte. Donc ensuite, je crois que c'était mal enregistré, il y avait eu un pépin, je sais plus quoi. Bon, bref. Donc en fait, il a fallu, écoute, il faudrait écrire un deuxième court-métrage, il faut que tu m'amènes quelque chose, mais je peux pas. Donc je crois 3 jours après, il arrive avec
4 pages dactylographie. Il dit, bon, bah là, tiens, ça s'appelle Diaciré. Je dis, bon, d'accord. Et puis, je me marre en le lisant. Je dis, mais c'est étrange quand même. Quelle idée d'écrire sur la table ronde. C'est un truc, bon. Ok, mais je me marre. Je me souviens que j'avais vraiment rigolé. Et puis, on apprenait tout du cinéma. Je connaissais rien. On était dans le soupçon, par exemple. J'avais les techniciens, mais je savais pas où il fallait faire développer la pellicule. Je savais rien, en fait. On m'avait indiqué une histoire en Belgique. En fait, c'était pas des Wallons, c'était des Flamands. Je comprenais pas ce qu'ils disaient, en fait. Donc je me souviens négocier pendant des longues minutes avec des Flamands que je ne comprenais pas et qui me comprenaient mal, pour savoir si la pellicule avait été rayée ou si on était... Enfin, bon, j'étais là, j'avais pas fait d'études de producteur de cinéma, moi. Donc, on se dit, allez, on y va. On y va, ben voilà. Donc, on a tourné un samedi, dimanche, lundi de Pâques, parce qu'on nous avait prêté du matériel, on va dire, et qu'il fallait le rendre. Donc, c'était mon frère qui était chef opérateur, toujours l'ambiance familiale, et donc on a tourné à Saint-Quentin-Fallavier, dans les ruines du château. J'avais fait faire la table ronde, qui était toujours dans la série d'ailleurs, par une école de menuiserie qui me l'avait fabriquée. Bon. Et puis, ben, tout le monde a mis la main à la pâte. Hein. L'épouse d'Alexandre était chef costumière déjà. Enfin bon, on était tous là. Je me souviens qu'il fallait faire à manger aussi. Il fallait que je leur apporte à manger à tous ces gens. Donc, je faisais la popote le matin ou la nuit, puis je prenais ma voiture, j'allais à Saint-Quentin-Fallavier, puis j'apportais les sandwichs, les salades, les trucs. Bon, enfin, c'était vraiment fait. Et Alexandre m'avait dit, entre autres, il faut des armures. Des armures, je vois pas bien. Alors, j'ai cherché des vraies armures, c'est pas évident à trouver, quoi. Et en fait, on m'avait indiqué, c'est toujours Stéphane Margot. Il m'a dit, j'ai travaillé avec les Chevaliers de Franche-Comté, appelle-les de ma part. Enfin, comme on fait un court-métrage, quoi. Ils te feront un tarot. Et puis, un beau jour, ils sont arrivés, la veille du tournage, à l'acting. Et ils ont, avec une bagnole, un camion rempli d'armures, parce que les armures, en fait, faut les mettre, et puis faut les visser à votre taille, faut visser les coudes, c'est un truc de fou. Alors on était tous là, la veille au soir, le vendredi. Alors tous, tout le monde, quoi. Perceval, enfin tous ceux qui sont autour de la table, quoi, finalement. Léo Dagan, ça, puis tout le monde en train d'essayer les armures. Rue Juivry. Et donc, voilà, le mec a dit, ok, rendez-vous demain matin, ok, il fallait refaire ça le lendemain. Et puis on a tourné. Et puis pareil, on nous avait filé de la pellicule un peu périmée, parce qu'on n'avait pas trop de sous pour en acheter. Je disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle est pareille, cette pellicule, hein? Ça c'est l'enfer. Et je sais qu'on a fini avec 1 mètre de pellicule. 1 mètre. C'est-à-dire même pas 1 milliard de millièmes de seconde. On a fini juste, quoi. Et je me souviens que pour faire les essais caméra, j'avais personne là à Paris. J'avais appelé le syndicat des chefs opérateurs. J'ai dit, écoutez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, quoi. Et je me souviens qu'il y a un garçon que je remercie encore aujourd'hui, qui s'appelait Bismuth, qui a fait les essais caméra pour nous. On l'a jamais vu. Il est parti chez Claire chercher tout le bazar en pleine nuit. Et il a fait le travail parce qu'on ne pouvait pas monter. Enfin bon. Il est d'ailleurs au générique, je crois, de Diaciré, hein, Bismuth. Et on l'a jamais vu. Syndicat, et moi je tournais à France 3. J'étais en train de tourner, j'étais en train de jouer. Et je me dis, je vais pas trouver ces caméras, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai appelé le syndicat, il m'a dit, oui, on vous envoie quelqu'un, on va trouver quelqu'un. C'est quand même fou, quoi. Ça, c'est bien dans le cinéma français. Parce qu'il y a quand même, on trouve toujours quelqu'un qui nous vient en aide. Alors des fois, je me dis, quand même, Bismuth, quoi.
Si t'avais pas été là, gars, je sais pas comment on aurait sorti le truc, quoi. Et ensuite, eh bien, Alex a fait le montage, évidemment, la musique, tout ça. Et puis à l'époque, on n'avait pas de CD, donc c'était sur des cassettes. J'ai dit maintenant qu'il est là, il faut l'envoyer dans les festivals. Et j'avais une secrétaire qui s'appelait France. Et puis toute la journée, on faisait que ça, quoi. On appelait FedEx. Et puis on envoyait, on épluchait sur Internet tous les festivals de France. Je l'avais fait sous-titrer en anglais. Et puis bon, on va l'envoyer partout. Et puis ça n'a pas marché pendant un bon moment. Je suis personne n'en veut, c'est pas possible. Et un jour, c'était le festival du film d'aventure de Valenciennes. Et je me souviens de France qui me dit, mais dis donc, le film d'aventure, ça en fait partie? Je sais pas trop. Bon, on voit toujours, on verra bien. On a envoyé. Et c'est là qu'on a eu notre premier prix, qui nous avait été donné par Micheline Prel et Guillaume Depardieu. Ah, j'en ai un prix, alors ça c'est extraordinaire, parce que le premier prix que vous avez, tout ça. Puis alors après, à partir de l'instant où vous avez un prix, en général, les autres viennent. Hein. Et puis on a été sélectionnés, évidemment, énormément de fois, notamment au Festival de Toronto, où Alex est allé d'ailleurs, et puis en Australie, beaucoup de festivals. Commencer à faire un peu le tour. Et en même temps, on le présentait à Biarritz, au Festival des programmes de Biarritz, là. Et un jour, il était parti avec Jean-Christophe Ambert à Biarritz. Et puis au moment de revenir, il m'a envoyé un SMS. Maman, je vais pas rentrer. Les mecs de Caméra Café veulent me voir. Je pars direct à Paris. Et voilà. Ça a été terminé et ça n'a pas été très compliqué à négocier. Mais je crois quand même que là-bas, ils nous ont pris pour des fous et que... Je me rappelle que c'était pas gagné, quoi. On peut faire un truc comme ça, surtout qu'on avait le même budget que Caméra Café. Donc, fallait un peu serrer la ceinture, quoi. Moi, je dormais dans la costumerie, sur des matelas. On n'avait pas de sous au début. On montait, mais on n'avait pas on se disait, on va à l'hôtel, on n'a plus rien. Et puis, donc, la première saison, et puis on a vite... au bout de la deuxième, puis après, c'est pareil, au moment, je l'ai raconté, ça aussi, je crois que c'était le 5 janvier 2005, 3 janvier ou 5 janvier 2005. On avait démarré le tournage en octobre 2004, et je me souviens, c'est pareil, en fait, ça marchait pas, quoi. Les premiers jours, ça marchait pas. Je disais, c'est quoi cette merde? Oh, c'est quoi cette merde? C'est de la camelote. Mais c'était terrible, parce que nous, on se disait, bon, enfin, on a essayé, quoi. Faut pas rêver non plus. Il faut pas rêver. C'est vrai que quand on n'est pas parisien, on est des pecnos. Donc je vois pas comment on pourrait réussir quelque chose. Ils nous détestaient, là. Ils nous appelaient le gang des Lyonnais. C'est pas normal, hein, qu'on prenne la place Et surtout qu'on revendiquait beaucoup le fait qu'on était tous une équipe de Lyon, quoi. C'est un peu coincé, ça. Puis après, au bout de quelques jours, il y a un type qui a dit, écoutez, arrêtez un peu, là, regardez bien quand même. Moi, je crois que c'est vraiment pas mal, ce truc. Au bout de 2 jours, on va dire. Bon. Puis après, ça s'est enflammé, de jour en jour, hein, comme vous le savez. Enfin, ça n'a pas pris longtemps. Alors, ce qui est marrant, c'est que les générations de l'époque sont devenues des parents, maintenant. Puis maintenant, il y a les enfants. Et avant, c'était des jeunes. Maintenant, ils sont pères de famille, mères de famille. Et ça se régénère, en fait, sans arrêt. Donc, oui, non, je m'attendais pas. Je pense Alexandre non plus. Je pense qu'on s'y attendait pas, quoi. Mais comme c'est un réalisateur très exigeant, et puis on vient du théâtre quand même. C'est-à-dire que c'est pas comme ça des trucs à l'emporte-pièce.
Bon, tiens, regarde là, t'as un bout de dialogue. Enfin, fallait pas rater une virgule, quoi. On avait interdiction de changer un mot, ce qui est logique, ce qui est normal. Donc, derrière l'humour et tout ça, il y a une rigueur. Je pense que c'est ça qui a fait tenir l'édifice en l'air. Parce que il y a une rigueur de théâtre, en fait, derrière. Il y a une rigueur de... voilà, puis en plus... je crois que nous, on sait que pour jouer la comédie, il faut être sérieux. C'est pas la peine de se chatouiller sous les bras, ça fait rire personne. La comédie, c'est un truc sérieux, quoi. Il faut qu'on croie absolument à ce qui arrive. Donc si vous commencez à essayer de faire rire le public et balancer des vannes, bien évident que ça ne se passera rien, ici comme ailleurs. Donc c'est aussi ce côté, je suppose, un peu sérieux dans le jeu des acteurs, je trouve, qui a peut-être fait basculer aussi le fait de dire, ben, c'est rigolo, mais enfin, c'est déjà on entend des choses dans le texte, et puis heureusement qu'il a fait les bêtisiers, parce que on avait du mal des fois, hein, franchement. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. Bon, parce que des fois, si vous me laissez le crachoir, je peux parler pendant très longtemps. Mais on est là pour ça, vraiment, n'hésitez pas. Sur ma chaîne, on parle beaucoup des personnages justement de Kaamelott. Oui. Et je serais curieux de savoir comment Alexandre Astier vous a présenté le personnage de Dame Célie, parce qu'on sait qu'il écrit du sur-mesure pour les acteurs et les actrices. Et du coup, en quoi, selon vous, c'était un rôle pour vous? Et j'ai une sous-question qui viendra après. Mais déjà, en quoi, selon vous, c'était un rôle pour vous? Moi, je pense que Alex ne considère que je veux tout gérer, que je vais maîtriser tout ce qui m'entoure. Donc Célie, c'est ça. Ça peut pas être... Je crois que il y a une part de vrai, mais je pense pas dans le sens où il l'entend, mais oui. Donc je pense qu'au départ, il a mis cette femme, parce qu'en fait, on se ressemble un peu tous. Mais je vais vous dire, moi, j'en souffre pas de la comparaison. Il y a certains personnages, bon, bah, mais moi, j'en souffre pas parce que c'est vrai. Ça me ressemble, ouais. Moi, ouais. Absolument. Tout m'énerve quand c'est pas efficace, les bras cassés, les trucs, ça m'énerve. Enfin, des fois, je sais pas, je demande à mon collectif là, mais c'est vrai, des fois, je suis irascible quand même. Un petit peu, bon, enfin. Des fois, quand ça m'énerve, voilà. Et quand je la vois diriger un royaume avec des bras cassés, des gens qui comprennent rien, qui sont pas futés, quoi. Je trouve que, moi, je la trouve sympathique, cette femme. Après, maintenant, je sais pas, moi, je regarde pas beaucoup Kaamelott, mais, là, quand j'ai regardé justement votre émission sur Dame Célie, vous avez bien résumé, en fait, ce qu'elle est. Parce que, elle régente le truc. Alors, par rapport à sa fille, le fait de comploter, ça m'étonne pas d'elle. Et puis, il y a quand même, mais ça, je pense que la communauté des gens qui aiment Kaamelott le savent. Enfin, c'est tout un peu à notre image, mais surtout, enfin, pas surtout moi, non, parce que je pense qu'il a fait la même chose pour Franck ou pour Jean-Christophe, mais sincèrement, les tartes, c'est vrai. C'est vrai, c'est épouvantable de pas comprendre comment, et c'est vrai ça. Un jour, on était en vacances, Lionel me dit, tu te rappelles pas que tu as fait une tarte au chocolat sans chocolat quand même? Je dis non, je me rappelle pas de ça. Je suis expéditive dans les tartes, enfin bon. Donc j'essaye, je mets ça, je sais pas, les myrtilles, j'en ai acheté dans la Haute-Loire. J'ai des gens qui ramassent les myrtilles, c'est-à-dire des vrais myrtilles, hein, pas de surgelés, on pourrait s'expliquer les choses comme ça. J'ai fait la pâte moi-même. Donc je crois que même cette fois je l'avais acheté. Donc voilà, j'ai mis les tartes, j'ai mis le sucre, c'était mangeable.
Donc, mais j'ai l'amour de faire des tartes, je trouve ça joli de faire des pommes mélangées, etc. Mais j'essaierai à nouveau, mais je crois pas. Là, il y a un truc, les tartes, c'est sûr que c'est moi. Et je trouve que oui, dans ce que vous expliquez dans votre émission, c'est-à-dire, oui, bah, elle attend d'avoir des petits-enfants, ça c'est clair. Moi, je suis très très près de mes petits-enfants, très près. Oui, il y a... Puis après, il y a des choses, bon, ce sont des réflexions qu'il a sûrement entendues. Notamment, le théâtre, je sais qu'on s'y fait chier, mais quand même, ça c'est sûr que c'est moi. On en parlera de cette réplique. On va la Puis, développer, cette réplique, après. ouais, ouais. Mais bon, il y a des choses... voilà, sur tout ce qui est dans le théâtre comme ça, tout ça, il m'a entendu le dire, et je pense que, ouais, non. Je pense que ça nous ressemble, ouais. Mais enfin, je trouve que cette femme est chouette, quoi. Elle essaye de sauver tout ce qu'il y a encore à récupérer, quoi, avant le désastre. Enfin, moi, je la trouve plutôt sympathique, cette femme. Ça me dérange pas d'être plutôt acariâtre, mais voilà. Et selon vous, parce que du coup, donc, on a bien compris qu'elle vous ressemblait et que vous en étiez très, très contente, j'ai l'impression. Mais pourquoi avoir donné le rôle de ses beaux-parents à ses parents? Après, on serait engouffré. Vous vous rendez compte si on avait joué ses parents, quoi. Là, c'était psychanalytiquement, on était un peu au... Non, je crois que c'est même pas possible, en fait. Puis ça aurait pas été agréable. C'est pour prendre un peu de distance, du coup. Ah oui, oui. Ah oui, ça aurait pas été agréable. Et d'ailleurs, c'était pas... Ben non, déjà, il aurait fallu faire Pendragon. C'était pas le sujet. Je crois que ses parents sont pas là, en fait, tout simplement, à part sa mère qui vient de temps en temps, mais c'était pas possible, je pense même historiquement. Alors mon personnage a été inventé, alors que Léo Dagan, je pense c'est un authentique. Il y a des personnages comme ça qui vont se rajouter dans la légende dans 200 ans, on dira bah tiens, la belle-mère d'Arthur s'appelait Célie, alors que pas du tout. Par contre, il l'a mise chez les Pictes. Ça, c'est bien vu quand même, parce que comme les Pictes, c'est les femmes qui décident, on passe le pouvoir de la mère à la fille, ça m'étonne pas. Donc, oui, oui, ça... Pour continuer un petit peu sur Dame Célie, si vous rencontriez quelqu'un qui ne connaissait pas Dame Célie et que vous deviez la présenter rapidement, en une phrase ou deux, l'essentiel à savoir avant de rencontrer Dame Célie, ce serait quoi? Restez poli. Ne répétez pas 2 fois la même chose. Et si vous voyez qu'elle commence à s'exaspérer, allez-vous-en.